Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Monsieur Petitjean, qui est un ancien élève de l'Institut d'études politiques de Aix-en-Provence, est l'organisateur réel de cette réunion. Il est retenu à Paris, donc il m'a chargé de m'introduire moi-même. Et je suis d'abord heureux d'intervenir dans l'amphithéâtre qui porte le nom d'un orientaliste que j'ai bien connu, Bruno Etienne, que peut-être vous avez connu. Non, aucun d'entre vous. Donc, moi, ça rappelle des souvenirs anciens. Je l'évoque au détour d'une phrase, dans un chapitre que j'ai consacré à l'orientalisme désorienté, dans un livre que je voulais vous présenter, qui s'appelle « Un défi de civilisation », dont je vais vous dire quelques mots. C'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai écrit moi-même. Ce n'est pas utile de le préciser, mais je le dis toujours, je travaille en artisan. C'est-à-dire que je fais des corrections, des renvois que seule ma secrétaire est capable de déchiffrer. Donc c'est une technique tout à fait artisanale. Néanmoins, j'y ai mis toute mon expérience, ce que je sais, mes lectures, sur le temps d'épreuve qui est devant la France. C'est ce que signifie la première page de couverture. Vous voyez un bateau, c'est une peinture hollandaise. C'est un navire en danger, emporté dans un violent orage de Wilhelm van de Velde, un peintre hollandais de la fin du XVIIe siècle. Donc, le drapeau français que vous voyez là, il a été évidemment ajouté. Mais c'est une bonne image de la situation de notre pays aujourd'hui et dans les temps qui viennent, qui sont les vôtres. Puisque c'est à vous de modeler l'histoire qui est devant nous. Le livre comporte 4 parties. Il part des attentats de 2015-2016, mais c'est un procédé, si je puis dire. Évidemment, ça a interrogé beaucoup de monde. La première partie s'appelle « Sidération ». La deuxième s'intitule « Comprendre ». Elle est une analyse des mutations du capitalisme depuis 30 ou 40 ans, car la thèse du livre, c'est que l'ennemi n'est évidemment pas l'islam, mais il n'est même pas, je dirais, l'islamisme radical. Peut-être est-il le terrorisme djihadiste, puisqu'il ne nous laisse pas le choix de lui répondre sur un autre terrain que policier et militaire. Mais pour comprendre ce qui nous arrive, il faut comprendre la manière dont les choses ont évolué à l'échelle mondiale depuis 40 ans. Il faut comprendre la globalisation et comment la globalisation, c'est-à-dire la mutation du système capitaliste vers un système financier, mondialisé, interconnecté grâce au numérique, comment cette mutation du monde qui a abouti à de profonds changements, déjà à l'éclatement de la formation de la valeur à l'échelle mondiale, c'est-à-dire aux délocalisations industrielles, au fait que dans un smartphone, vous avez telle partie qui est fabriquée aux États-Unis, telle autre au Japon, telle autre en Corée, et peut-être telle autre encore, je ne dis pas en Europe, parce qu'en Europe, on ne fait plus grand-chose. Mais c'est cette mutation du monde sur laquelle je vous invite à réfléchir, parce que sur 40 ans, elle a entraîné évidemment des conséquences considérables. Par exemple, le surgissement des pays émergents. Alors, il y a les anciens pays qui avaient déjà émergé, il y a les émergents, et puis il y a les immergés, parce qu'il y a beaucoup de pays qui
sur à peu près 200 qui sont représentés à l'ONU, qui ne sont même pas des États, qui sont des quasi-États ou des États en faillite. Donc nous sommes dans une situation qui a beaucoup évolué, puisque avec le développement de ces pays émergents, la Chine au premier rang, mais on parle des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, Afrique du Sud. Il faudra en ajouter quelques autres, parce qu'il y en a quand même quelques autres. On pourrait citer la Turquie, on pourrait citer bientôt l'Iran, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, d'autres pays encore. Disons que c'est une mutation du monde. Et la Chine aujourd'hui représente en parité de pouvoir d'achat les 3/4 du PIB américain. C'est-à-dire que dans peu d'années, la Chine sera une puissance économique aussi puissante, aussi importante que ne le sont les États-Unis aujourd'hui. Et naturellement, il en résultera toute une série de conséquences au niveau budgétaire, au niveau du budget militaire, au niveau des entreprises. On voit que les Chinois sont capables de développer des très grands groupes à l'échelle mondiale, comme par exemple Huawei, mais beaucoup d'autres. Donc, une des conséquences de la mondialisation, c'est la montée de la Chine, qui explique la réduction des indices de pauvreté. On peut dire presque à elle seule, parce que c'est en Chine seulement, on dit souvent c'est le libéralisme. Mais en réalité, c'est la combinaison entre l'ouverture de la Chine sur l'économie mondiale et le maintien d'un État fort, avec un parti communiste qui représente quand même plus de 80 millions de membres, qui explique ces résultats tout à fait étonnants. Les poches de pauvreté en Afrique ou en Asie du Sud n'ont pas été réduites. Autre conséquence de cette globalisation qui résulte, je le rappelle, de la libération totale des mouvements de capitaux et des services financiers, de l'interconnectivité du monde grâce aux réseaux numériques qui se sont développés dans ces 2 dernières décennies, et puis d'autre part du fait que il y a eu une politique qui a été menée pour développer un modèle de développement à l'échelle mondiale où ce sont les produits à bas coût fabriqués dans ces économies émergentes qui permettent de maintenir le niveau de vie dans les pays avancés, dans les pays riches. Donc vous avez ce premier phénomène que j'ai évoqué. En Europe même, la globalisation a aussi fait sentir ses effets. L'Europe a été une des modalités du libéralisme, du néolibéralisme. L'acte unique était un grand acte de dérégulation. En ont résulté des centaines de directives prises par la Commission, par exemple la directive sur les mouvements de capitaux, la libération des mouvements de capitaux, qui a pris effet en janvier 1990. Vous voyez que c'est assez vieux quand même, il y a plus de 26 ans. Et l'Europe, à la suite de la chute de l'Union soviétique, qui est quand même le point d'acmé de la période néolibérale, c'est le moment où effectivement la bipolarité ancienne du monde disparaît, cette Europe va s'élargir vers l'Est et par conséquent elle ne ressemble plus aujourd'hui à ce qu'elle était dans les premières années, dans les années 50 ou 60. C'est une Europe qui est, je dirais, germano-centrée parce que l'Allemagne est au milieu de l'Europe, qu'elle est le pays le plus peuplé, le plus développé industriellement, dont les excédents commerciaux font évidemment qu'elle est la puissance dominante dans le système de l'euro. Et par conséquent, nous ne sommes plus du tout dans la même Europe que celle qui avait été conçue dans les années 50, 60, qui a duré jusque dans les années 70, on pourrait même dire jusqu'à la chute du mur de Berlin. Politiquement, cette Europe était dominée autrefois par la France, et est dominée aujourd'hui, est-ce par l'Allemagne, est-ce compte tenu de la faiblesse militaire de l'Allemagne et du fait que l'Allemagne est un pays qui a renoncé à toute ambition géopolitique par les États-Unis.
auquel cas il faudrait parler d'Euramérique. Si ce concept que je ne l'ai peut-être pas inventé, mais enfin, que j'ai peut-être inventé, hein, vous paraît éclairant. Donc voilà, sur l'Europe, 40 ans de globalisation produisent ce changement. Passons maintenant au monde arabo-musulman. Je vais me placer dans une plus longue durée. La chute de l'Empire ottoman n'est intervenue qu'après 2 siècles de décadence, au XVIIIe et XIXe siècle. La chute de l'Empire ottoman, on la voyait venir depuis longtemps, et le défi de l'Occident, à la fois technologique, militaire, l'islam, les pays d'islam, et le principal empire auquel nous étions en quelque sorte habitués, l'Empire ottoman. Je rappelle qu'il y avait aussi un empire perse, un peu plus loin, et il y avait l'empire moghol, qui a été balayé par la colonisation britannique. C'était l'impératrice Victoria, qui était devenue impératrice des Indes. Hein, donc l'empire du Grand Moghol n'a pas survécu à la colonisation. Enfin, l'Empire ottoman lui-même, face à l'Occident, a imaginé, lui et son intelligentsia, ses penseurs, ses techniciens, ses élites, ont imaginé 2 types de réponses. Soit un alignement sur l'Occident, une modernisation, c'est ce qu'on appelait le Tanzimat, et ça a fini par donner Atatürk après l'effondrement de l'Empire ottoman suite à la Première Guerre mondiale. Et le deuxième type de réponse, qui a été porté par des intellectuels, ça a été une modernisation de l'islam, c'est-à-dire une sorte de purification de l'islam par un retour aux sources. Alors, je ne vais pas citer tous les noms qui me viennent à l'esprit, mais le plus connu s'appelle El-Afghani, qui a dialogué avec Renan, et ses disciples, Mohamed Abdou, Rachid Rida, quelques autres, qui ont les premiers imaginé un retour à la lecture littérale des textes, et qui, il faut bien le dire, sont les penseurs qui ont frayé la voie, intellectuellement parlant, bien qu'ils étaient des hommes de grande qualité, à la montée du fondamentalisme religieux. Celui-ci s'est manifesté dès la chute du califat par la création d'une confrérie, la confrérie des frères musulmans, créée par un Égyptien, Hassan el-Banna, et d'autre part, il s'est produit un phénomène qui n'avait rien d'évident, qui est la rencontre du wahhabisme, qui était le produit d'une alliance entre la famille Saoud, qui régnait à Riyad, et une famille d'imams, la famille Al-Sheikh, qui était dans la grande tradition puritaine et littéraliste de l'islam, une version wahhabite qui a rencontré le pétrole. Car si elle n'avait pas rencontré le pétrole, elle serait restée confinée au désert du Rou al-Khali, où personne ne va parce qu'il y fait trop chaud, hein, et par conséquent, ça n'aurait pas eu de conséquences. Mais la rencontre de l'Arabie saoudite et du pétrole, du wahhabisme et du pétrole, les chocs pétroliers, à partir de 1973-79, ont fait que le centre de gravité du monde musulman, qui était traditionnellement en Égypte ou au Levant, s'est déplacé vers les pays du Golfe. Et quand il y a eu l'invasion soviétique de l'Afghanistan et que l'Arabie saoudite s'est débarrassée de ses extrémistes pour les envoyer combattre avec Ben Laden en Afghanistan, comme ils ont eu gain de cause, que les Russes se sont retirés, que l'Union soviétique s'est effondrée, ils en ont récolté un immense prestige. Et cela a donné à ce qu'on appelle le salafisme un impact mondial, évidemment, grâce aux pétrodollars qui ont permis de financer moult mosquées, madrasas et formation d'imams dans des universités de Médine ou de la Mecque. Disons que la configuration même du monde musulman a changé. J'ai eu l'occasion de me rendre au Mali. J'ai interrogé les autorités religieuses qui m'ont confirmé que depuis 30 ans, la boucle du Niger avait été au rythme d'une madrasa ou d'une mosquée par semaine, profondément modifiée par rapport à ce qu'elle était
préalablement. Autrefois, il y avait un islam traditionnel, hein, et à cet islam traditionnel a tendu à se substituer un islam salafiste. Donc, on voit que sur le monde musulman, cette réponse, parce qu'il faut quand même ne pas tout rapporter à l'Occident, il faut s'imaginer qu'il y avait dans les tréfonds de l'Orient aussi des choses qui sommeillaient depuis longtemps. L'islam existe depuis 15 siècles, et cette réponse, qui n'était pas la réponse moderniste, qui n'était pas non plus la réponse traditionnelle, qui était une réponse du retour aux sources. Salaf, ça veut dire les pieux ancêtres. Cette réponse sommeillait, elle a été activée d'une part par l'affaire d'Afghanistan et d'autre part par deux choses. La révolution islamique en Iran, qui au départ procédait d'un mouvement pan-islamiste inspiré par les frères musulmans dont je vous ai parlé. Khomeini lui-même était une des figures de proue de ces frères musulmans. Alors il y avait d'autres théoriciens, Sayyid el-Qutb qui était, je dirais, le deuxième théoricien égyptien, mais au Pakistan, Maududi, et la prise du pouvoir par Khomeini en 1979, c'est évidemment une révolution. Ça veut dire que le régime du Shah tombe, non pas sous la poussée des progressistes ou du Parti communiste Tudeh, mais il tombe sous la pression des mollahs, c'est-à-dire du clergé chiite, qui, au nom d'une certaine conception de la foi et du droit, on appelle ça en perse le velayat al-faqih, impose une théocratie. Ça ne s'était jamais vu en plein XXe siècle, alors que 20 ou 30 ans auparavant, tout le monde pensait que les modernistes avaient gagné, avec Nasser en Égypte, avec Bourguiba en Tunisie, avec les partis basses en Syrie et en Irak. Brusquement, on voit surgir un régime religieux. La réponse, c'est la guerre Irak-Iran. L'Iran sera obligé à la fin de mettre les pouces, mais on ne peut pas dire que l'Iran a été vaincu dans cette guerre. L'Irak est évidemment très endetté, très affaibli, et ça va donner lieu à la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe que Huntington décrit comme la première guerre civilisationnelle. Donc d'un côté, vous avez un fondamentalisme chiite en Iran, et vous avez bientôt un fondamentalisme sunnite qui va s'organiser, parce que Ben Laden et la Légion arabe qui se trouvaient en Afghanistan ont considéré qu'il n'était pas normal qu'on fasse appel à une armée américaine, à une armée de croisés pour défendre le royaume qui protégeait les lieux saints, et que c'était à eux qu'il aurait fallu faire appel. Donc comme ils étaient déjà en opposition avec la monarchie saoudite, ils ont créé Al-Qaïda, premiers attentats dans les années 92, 93, déjà contre le World Trade Center, puis en 2001, l'attentat contre les tours jumelles de New York, qui évidemment marque une césure dans la période. Donc vous avez deux courants fondamentalistes qui se veulent tous les deux à leur manière anti-impérialistes, qui reprennent donc l'héritage d'un certain tiers-mondisme. Hein. En Iran, c'est le fait d'un théoricien qui s'appelle Ali Shariati, et dans le monde arabe, c'est le choix de Ben Laden de s'attaquer, après l'URSS, aux États-Unis. Car il faut se mettre dans la tête de ces musulmans puritains. Ils revivent aujourd'hui le premier siècle de l'islam, l'époque des grandes conquêtes. Ils imaginent qu'après avoir abattu l'URSS, assimilé à l'empire sassanide, l'empire perse de l'époque, eh bien, ils vont pouvoir, en quelque sorte, ajouter à leur bilan, à leur actif, hein, l'Occident, assimilé à l'empire byzantin, qu'ils avaient quand même mis beaucoup plus de temps avant de terrasser. Mais c'est une façon de voir les choses qui leur appartient. Il va de soi que les réponses apportées à tous ces problèmes par les Occidentaux, notamment par les États-Unis, n'ont pas été heureuses et qu'elles ont contribué à la déstabilisation
du monde arabo-musulman et ont contribué également à nouer entre l'Orient et l'Occident un rapport dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas sain et qui débouche aujourd'hui sur le djihadisme à l'échelle mondiale, après Al-Qaïda, Daesh. Ces interventions, je le rappelle, ont été les deux guerres du Golfe, qui en réalité n'en font qu'une, contre l'Irak, l'intervention en Libye en 2011, l'intervention en Syrie, qui juxtapose à une guerre civile intérieure une guerre par procuration entre l'Iran chiite et les puissances sunnites, la Turquie et l'Arabie saoudite, pour l'essentiel. Alors, si j'ai fait ce long développement, c'est que bien évidemment, on ne peut pas comprendre Daesh en dehors de la destruction de l'État irakien. C'est impossible à comprendre. Le désordre qui s'est installé en Libye et en Afrique, dans le Sahel, ne peut pas être compris en dehors de la guerre qui aboutit à l'élimination de Kadhafi. Et le désordre actuel en Syrie ne peut pas être compris si on ne voit pas qu'il y a deux guerres qui se superposent, qui se sont superposées depuis 2011 pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez quand vous me poserez des questions. Enfin voilà, je termine là mon troisième chapitre, c'est l'Orient dans la globalisation. Comment est-ce que ça a évolué depuis 30 ou 40 ans dans cet univers globalisé qui, de plus en plus, devient à elle-même, cette globalisation devient à elle-même sa propre fin. De plus en plus, on ne sait plus très bien où elle va. Et je vais prendre quelques exemples pour vous le démontrer. La guerre du Golfe de 1991, c'est une manifestation de l'hubris de l'hyperpuissance américaine. Bien évidemment, on pouvait faire rentrer Saddam Hussein du Koweït sans guerre par la diplomatie. Mais cette guerre a été décidée dès les premiers jours par le président Bush, avec Mme Thatcher à l'époque. Il en avertit tout de suite le président Mitterrand. Donc cette première guerre a abouti à une longue période de blocus, puis ensuite à une deuxième guerre destinée à finir le job, à la destruction de l'État irakien, avec des résultats qui n'étaient pas souhaitables, puisqu'on a fait le lit d'un fondamentalisme sunnite qui n'existait qu'en Afghanistan, mais qui s'est répandu dans le monde entier. Et d'autre part, on a installé l'Iran en puissance dominante du Moyen-Orient. Alors, je ne reviens pas sur la Libye et la Syrie, mais on constate que, évidemment, le terrorisme djihadiste s'est développé à l'échelle mondiale, et c'est quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre, car bien évidemment, après les attentats qui ont eu lieu à Charlie Hebdo, ou au Bataclan, ou à Nice, ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, etc., les Français ne comprennent pas très bien tout cet arrière-plan. Mais on pouvait quand même imaginer que tout ceci ne serait pas sans conséquence sur notre société. Étant donné que quand même nous avons une immigration importante, que cette immigration est mal intégrée, on peut dire intégrée à 50%, c'est ce qui résulte d'une enquête de l'INED, où on voit par exemple, ils se disent français, plus que je viens de le dire. C'est ceux qui considèrent que la pratique religieuse est forte, leur pratique religieuse est considérée comme forte ou très forte, qui sont 49%. Les autres, c'est un peu différent. Et quand on regarde les choses, il faut bien reconnaître que cette jeunesse se sent discriminée, à tort ou à raison, à mon avis souvent à raison, et elle se sent peu aimée, peu estimée. En même temps, beaucoup de nos concitoyens considèrent qu'elles ne font pas assez d'efforts, pour en quelque sorte accepter les règles et les lois de la République. Bref, il y a là un sujet de malaise qu'on aurait pu voir venir depuis longtemps. Je rappelle que dès 1981, il y a eu des émeutes à Vénissieux, et il y avait eu un mouvement je ne sais plus comment ça s'appelait, la marche des beurs. En 2005, il y a eu le mouvement que vous savez, qui a quand même produit
quasi-émeutes ou des émeutes, on peut dire, dans près d'une centaine de cités. Donc c'est un mouvement qu'on pouvait voir depuis longtemps. Et je considère que les pouvoirs publics n'ont pas pris garde à ce qu'ils devaient faire pour réaliser la bonne intégration de nos compatriotes d'origine maghrébine. Je préfère d'ailleurs dire d'origine maghrébine que musulmane, parce qu'en réalité, il y a ceux qui sont croyants, comme je vous le disais, puis il y a ceux qui sont simplement culturellement musulmans. C'est la religion de leurs parents. Ils sont plus ou moins croyants, mais comme me le disait un préfet qui avait été nommé par M. Sarkozy, qui avait annoncé la nomination d'un préfet musulman, l'ennui c'est que moi je suis vraiment un pur laïc. Je ne suis pas musulman, je suis en porte-à-faux avec mes administrés dans le département du Jura. Mais voilà, c'était une façon de présenter les choses qui n'était probablement pas la meilleure. Alors si je vous ai parlé de tout cela, c'est que bien évidemment, la globalisation devenue folle, à travers la première guerre du Golfe, suivie de la seconde, à travers la totale déréglementation financière qui aboutit à des crises systémiques en 2000 et surtout en 2008-2009, et une autre qui pourrait bien se reproduire, nous sommes devant un monde qui recèle des capacités de déstabilisation qui sont extrêmement importantes. Donc, j'ai voulu dresser ce tableau pour essayer de prévenir de la gravité de cette situation, qui au départ chemine à bas bruit, mais qui ensuite peut prendre des développements imprévus, pour essayer de voir ce qui ne va pas. Pour moi, ce qui ne va pas, c'est que la France est en panne de projet. Elle n'a plus de projet. Et elle a considéré, à tort ou à raison, que l'Europe allait se substituer à elle, il y a 20 ou 30 ans, et l'Europe, telle qu'elle a été conçue, l'Europe communautaire, l'Europe pensée par Jean Monnet, est arrivée en quelque sorte à bout de course. On le voit avec le Brexit, mais on le voit avec la crise des réfugiés, on le voit avec la crise du système de l'euro, on le voit de mille manières. On sent bien que ce système n'a plus de vraie légitimité, parce que d'abord, il ne crée pas une entité stratégique. C'est un système d'administration de la concurrence par la Commission européenne. Donc, la France va-t-elle jeter l'Europe aux poubelles de l'histoire? À mon sens, ce serait une erreur. Car l'idée européenne est une bonne idée. Mais il faut concevoir l'Europe autrement. Et il faut la concevoir à partir de la démocratie qui vit dans les nations, car la grande critique qui est faite aux institutions de Bruxelles, c'est qu'elles ne sont pas démocratiques, elles sont technocratiques. C'est que les responsables européens ne sont pas élus, sauf le Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement. Mais la Commission, la Cour de justice, la Banque centrale ne sont pas élus. Le Parlement européen n'est pas un parlement, terme même d'un arrêt de la Cour de justice de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, il y a une crise des institutions européennes à laquelle on ne peut remédier qu'en donnant une légitimité démocratique à la construction européenne. Ce que je propose, c'est de faire du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement l'instance dirigeante, et non plus la Commission, ramenée au rang d'administration, et de faire en sorte que les fonctionnaires obéissent au Conseil européen qui prendra ses décisions dans les règles que vous savez peut-être, enfin, qui peuvent être soit l'unanimité, soit un vote à la majorité qualifiée, mais seule une telle conception, assortie du choix d'une Europe à géométrie variable, à la carte, selon les sujets, avec un recentrage sur ce qu'il y a d'essentiel, peut permettre à l'Europe de survivre, de se développer. Ça supposerait un temps de réflexion, une pause, peut-être une nouvelle conférence, comme celle qui avait eu lieu à Messine après l'échec de la CED en 1954, mais ça supposerait un temps de recul. Et puis ça supposerait aussi que nous rétablissions avec la Russie un partenariat qui est de l'intérêt commun. Car dans le monde du XXIe siècle, qui sera dominé par les États-Unis et par la Chine, si nous voulons encore exister, si nous voulons avoir voix au chapitre, il faut que l'Europe occidentale et la Russie jouent ensemble. Et c'est leur intérêt, car ce sont des pays complémentaires, parce que la Russie aussi est un grand peuple européen,
parce que c'est un acteur diplomatique essentiel, membre permanent du Conseil de sécurité, et par ailleurs la seule puissance nucléaire qui équilibre les États-Unis. J'ajoute que nous faisons face aux mêmes menaces, le djihadisme, que, comme vous le savez, la Russie est un pays qui a émergé de la décomposition de l'URSS, mais tout cela n'en fait pas un pays simple. À peu près 20 millions de citoyens russes sont des citoyens musulmans. Alors c'est soit le long de la Volga, soit dans le Caucase, soit les immigrés venant de l'Asie centrale. Et puis il y a 25 millions de Russes qui sont en dehors des frontières de la Russie. Donc évidemment ça pose un certain nombre de problèmes, et ça pose le problème de la sécurité européenne, de l'équilibre européen. Mais nous pourrons en parler si vous le voulez, de la solution à la crise ukrainienne qui aurait pu être évitée selon moi et qui répond à une logique perverse qui est de la responsabilité mutuelle de l'Europe et de la Russie. Donc, pour moi, la France a besoin de se projeter dans un grand projet qui lui permette d'exister avec l'Allemagne, la Russie et les autres pays européens. Et c'est seulement si nous avons une claire conscience de la manière dont nous pouvons peser à l'avenir que nous continuerons à influer dans les affaires du monde et de ne pas être réduits à un statut de troisième ordre. Alors, j'ajoute que comment on va faire tout ça? Alors, c'est la dernière partie du livre, qui en comporte 4. Alors, je vous ai dit les 2 premières, sidération, comprendre. La troisième partie, c'est le projet d'une Europe européenne, de l'Atlantique à la Russie, qui avait été formulé en son temps par le général de Gaulle, mais qui me paraît aujourd'hui plus mûr qu'il ne l'était à l'époque. Et la 4e partie, c'est l'inventaire de nos ressources, de nos capacités de résilience, que j'énumère et que je développe, ce que j'appelle le patriotisme républicain, c'est-à-dire le sentiment que nous avons une histoire derrière nous à laquelle nous pouvons nous adosser. C'est la République, mais une République qui a des racines dans l'histoire de France, telle qu'elle s'est faite depuis 15 siècles. C'est la laïcité, dès lors qu'on la comprendra mieux, c'est-à-dire articulée à sa dimension émancipatrice, la laïcité qui est la capacité pour les citoyens de se définir, je dirais, à la lumière de la raison naturelle, sans avoir besoin d'exciper de la révélation qui leur est propre, ou bien de dogmes qu'ils ont le droit de professer. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre du privé, ou en tout cas de leur croyance religieuse. Dans l'espace public de débat, ça n'a pas sa place. Ça ne veut pas dire que les religions ne peuvent pas se développer. Au contraire, la laïcité les libère. Elle donne à chaque religion la possibilité de développer sa propre recherche spirituelle et de s'organiser. J'évoque aussi la tradition de l'universalisme républicain, qui est une tradition française au moins depuis Montaigne, et probablement depuis plus que Montaigne. Naturellement, nous sommes affrontés à la vision culturaliste du monde. Nous avons été aussi les héros de cette vision à travers des ethnologues ou des philosophes comme Lévi-Strauss. Hein. Je pense quand même que cette ouverture vers l'universel reste pour la France un atout dans le monde d'aujourd'hui qui n'a pas de raison d'être voué au choc des civilisations. Choc des civilisations qui était une hypothèse formulée par Huntington, mais pas une prévision. On pourrait évidemment considérer que nous nous sommes rapprochés de ce risque, mais ce risque n'est pas fatal si nous savons mobiliser nos forces pour éviter les surenchères, les escalades, les incompréhensions, et pour faire en sorte qu'ensemble, quelle que soit notre confession, quelle que soit notre ethnie, hein, nous relevions le défi de civilisation. Et je rappelle que la France est un pays pluriethnique, que c'est un pays pluriconfessionnel. Ce n'est pas pour autant un pays pluriculturel. C'est un pays qui a un modèle, qui est le modèle républicain, qui privilégie le commun, qui tolère la différence, mais sous le toit de principes communs. Et je termine par évoquer quelques grandes questions qui me paraissent centrales. L'État et l'autorité de l'État,
qui ne se porte pas très bien, hein, l'école qui ne va pas bien non plus, hein, et le problème de la transmission à l'ère du numérique. Enfin, en troisième lieu, j'évoque le récit national, la manière dont nous nous pensons nous-mêmes dans l'histoire au long cours. J'insiste particulièrement sur l'effondrement de 1940, qui, à mon sens, n'est pas compris. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Français ne sont pas à l'aise avec leur histoire aujourd'hui. Et puis, le ressac colonial, ce qu'a été le deuxième empire colonial français, n'est pas compris non plus, parce qu'en réalité, il n'a pas été un empire au sens économique du terme, fondé sur une volonté, je dirais, d'exploitation économique, était beaucoup plus un empire de compensation politique. Après Waterloo, après Sedan, la France a voulu se doter de ce qu'on appelait la France des 5 continents. Mais ce n'est pas le peuple français qui l'a voulu, c'est un parti colonial qui a toujours été relativement minoritaire. On pourrait revenir sur cette question, elle le mérite. Je pense que nous devons reconstituer le récit national avec le souci de l'objectivité, parce que je ne parle pas de roman national, je parle de récit national. Ce n'est pas la même chose. Et je conclus enfin sur des questions qui tiennent à la cohésion du pays et à sa défense. Comment je vois l'avenir de la défense du pays. Je propose en particulier le rétablissement d'un service national de 4 mois, rassurez-vous. 4 mois sous la tente, de préférence, avec la possibilité de volontariat service long qui permettrait la création d'une garde nationale qui pourrait aisément remplacer l'armée de terre qui est astreinte à des tâches dans le cadre de l'opération Sentinelle qui ne sont pas, à mes yeux, de son ressort. Donc, je pense que si nous étions capables de remettre sur pied l'école, la clé étant la formation des enseignants, si nous étions capables de redonner à notre pays un élan, un projet, une cohésion qu'il a largement perdue, nous pourrions être armés pour parvenir au port. Et ce lourd bateau agité par la tempête, dont on ne donne pas cher quand on le voit comme ça, on se dit qu'une mer un peu forte peut le précipiter au fond de l'océan. Ce lourd bateau France, qui est notre responsabilité collective, qui est maintenant surtout la vôtre, à l'âge certain que j'ai atteint, c'est vous qui allez devoir vous coltiner l'affaire. Mais c'est à vous de faire en sorte que ce bateau arrive à bon port dans une Europe revisitée et dont le dessein doit être maintenu mais revisité pour que vous continuiez à vivre dans un beau pays, dans une belle ville et dans une belle institution, ce dont je vous félicite, à condition que naturellement vous sachiez en faire quelque chose. Voilà, merci.